on va démarrer ce webinaire dédié à une thématique, la labellisation 100% EAC, une opportunité pour les départements. Alors, je vous présentais rapidement Culture Co juste avant. Culture Co, justement, dans le cadre de sa mission de mise en réseau des collectivités et des organismes culturels, propose régulièrement des temps d'information, et là, en l'occurrence, ce webinaire. Ce webinaire dédié à l'EAC en ce début d'année, pourquoi? Parce que l'EAC est au cœur, finalement, des préoccupations de nos adhérents depuis de nombreuses années. Je dirais même que c'est au cœur de l'ADN de ce qu'on appelait jusque-là la Fédération Art Vivant et Département, et que nos adhérents ont réaffirmé cette priorité très récemment à l'aune d'une enquête fédérale que nous avons menée entre 2020 et 2021. Et donc, cette thématique, nous avons fait un focus dessus à Guingamp dernièrement, dans le cadre d'un séminaire national que nous avons monté à l'INSEAC. L'INSEAC, c'est l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle, un séminaire au cours duquel nous avons eu la chance de pouvoir entendre et accueillir finalement le cofondateur de l'INSEAC, qui est Emmanuel Etis, recteur de Bretagne, et qui du coup nous faisait un focus sur la question de l'EAC à tous les âges de la vie, sujet ô combien interpellant, si je puis dire, pour les conseils départementaux. Du coup, par ailleurs, on a pu aussi participer récemment à un groupe de travail, le groupe de travail culture de l'Assemblée des départements de France, au cours duquel nous avons eu le plaisir d'entendre une initiative très inspirante dont nous n'avions pas connaissance dans le réseau jusqu'à présent. Et c'est celle sur laquelle nous souhaitons faire un focus aujourd'hui. Ce cas d'école, c'est celui qui est porté par la Haute-Marne, le département de la Haute-Marne, sur la question de la labellisation 100% EAC. Et on en parlera du coup juste après, et juste maintenant même, avec Caroline Poinceau-Frécon, que nous accueillons. Bonjour Caroline et bienvenue. Vous êtes Bonjour. directrice de la culture. Bonjour, hop, la directrice de la culture du sport, et du monde associatif au département de la Haute-Marne. Et vous êtes également accompagnée aujourd'hui de Caroline Chauvin, qui est directrice générale adjointe du pôle solidarité du département de la Haute-Marne. Avant de vous laisser la parole, signaler aux participants, puisqu'on est 54 aujourd'hui réunis autour de ce webinaire, qu'il y aura des temps de conversation qui seront ouverts au fur et à mesure de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poster au fur et à mesure vos questions dans le chat. On ouvrira des séquences d'échange. Voilà. Caroline Poinceau-Frécon, je vous laisse du coup la parole. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vous laisse la main sur la présentation. Merci tout d'abord pour cette proposition d'intervenir au sein Culture Co. C'est vraiment intéressant pour nous aussi de partager avec d'autres collectivités et d'autres acteurs culturels cette démarche. Donc, j'ai vu qu'il y avait également Rémi Sabran dans l'assistance en visio qui fait pleinement partie du projet. Ce sera aussi intéressant à un moment donné qu'Art Vivant 52 puisse nous donner aussi sa vision. Donc, vous voyez que l'intervention va se focaliser sur notre contrat territorial pour le 100% EAC 2021-2024 et la labellisation 100% EAC. Tout d'abord, je voulais vous faire une petite présentation de notre département rural. Donc, c'est un département présidé par Nicolas Lacroix, très engagé également au sein de l'ADF. C'est un département qui a des besoins sociaux importants avec une caractéristique forte, en tout cas au niveau de sa démographie, avec un profil démographique de la France des années 2050. Et cela nous donne des caractéristiques vraiment particulières, c'est-à-dire qu'on a nos habitants qui vivent en majorité à 59% dans les villages, avec des revenus plutôt moyens et des actifs qui ont vraiment l'habitude de prendre leur véhicule à longueur de journée pour se déplacer. On a quand même des centres culturels intéressants, mais des pratiques culturelles et sportives qui restent encore à développer et qui se concentrent sur une certaine partie de la population. On a des indicateurs de santé qui nous montrent une fragilité de notre population avec des bassins de vie plus concernés que d'autres, mais en tout cas plutôt une santé fragile et des forts besoins sociaux, c'est-à-dire que les familles ont des besoins d'accompagnement peut-être un petit peu plus élevés qu'ailleurs et des besoins d'appui à la parentalité. Ce que je vous disais sur le profil démographique se ressent avec nos seniors. Donc, on est à plus de 50 000 seniors de 60 ans, de plus de 60 ans. Quand on pense seniors, on peut des fois faire un raccourci en les imaginant assez rapidement en résidence, autonomie ou EHPAD. Et ben nous, pas du tout. Vous avez que quelques milliers de places, 3 000 places à peu près en résidence et vous voyez que donc la majorité de nos seniors sont chez eux, propriétaires de la maison, mais pour autant, ils n'ont pas de moyens très développés et ils vont être plus exposés à la perte d'autonomie.
Donc ça, effectivement, c'est un profil démographique auquel d'autres départements peuvent, pour certains ruraux, peuvent se reconnaître. Mais on a aussi une chance assez importante, c'est d'avoir des professionnels présents dans beaucoup de secteurs, c'est-à-dire la culture, le sport, dans le milieu social, médico-social, sanitaire et de façon plus largement dans un petit département comme nous avons des liens faciles à faire entre nos expertises, nos projets. Ce département de la Haute-Marne, depuis l'arrivée de notre président, a vraiment réaffirmé son ambition d'améliorer la qualité de vie de ses habitants, avec notamment le développement d'une marque de territoire que vous pouvez voir Gare de l'Est, par exemple, pour ceux qui fréquentent cette gare, avec la Haute-Marne Respire et Inspire, et vraiment mettre en avant nos qualités du bien vivre chez nous et notre innovation avec des pôles d'expertise poussés sur la prothèse, par exemple, sur les fonderies. Mais pour autant, on a évidemment des défis, comme beaucoup de territoires à relever, avec un défi important autour de la mobilité, avec des personnes peu mobiles. Comme je vous le disais, avec des indicateurs de fragilité sociaux un petit peu importants, et ben on a des difficultés à toucher des publics plutôt éloignés de nos politiques départementales. Et par contre, on a une vraie envie au niveau de notre Je peux te territoire. les imprimer au bureau. On a des envies vraiment fortes pour porter et accompagner des projets qui auront un fort rayonnement pour notre territoire. Je vais laisser la parole à Madame Chauvin pour repositionner peut-être un peu plus la politique départementale. Madame Chauvin, est-ce que vous nous entendez? Bon, j'ai l'impression que Madame Chauvin n'est pas avec nous, Caroline. Peut-être que votre micro est coupé. Je laisse peut-être reprendre le fil. Merci. Bon, je vais poursuivre. C'est Donc, bon, je pense. parfait. Voilà, je vous prie de m'excuser. Effectivement, Caroline a pu présenter notre territoire haut-marnais, à la fois dans ses richesses et également ses fragilités. Et c'est ainsi que notre président, Monsieur Lacroix, avec ses collègues élus, ont souhaité porter un projet de territoire qui puisse être inscrit dans la transversalité. Et cette transversalité, c'est en fait comment on inscrit le bien vivre et le parcours de chacun des habitants dans son territoire en proximité. C'est pourquoi dès 2017, il a été posé que l'ensemble de nos politiques publiques devaient s'appuyer sur des schémas de politique départementale ambitieux qui soient le reflet de cette transversalité, de cette proximité. L'idée vraiment, les objectifs et l'idée partagée, l'envie partagée pour le territoire, c'était vraiment de faciliter l'accès à une offre de services de qualité, de proximité, mais pour tous, c'est-à-dire pour que chacun des habitants puisse finalement, dans son parcours, être acteur et bénéficier de ces services et de cet accompagnement. Pouvoir aussi accompagner les territoires. Finalement, le département est un acteur du territoire, mais comme beaucoup d'autres, les collectivités, le monde associatif, les entreprises, comment ensemble on pouvait finalement impulser cette coopération et transversalité et que finalement l'articulation se fasse naturellement autour d'axes d'ambition pour le territoire et nos habitants. C'est ainsi qu'à chaque fois que nous avons pu poser notre envie pour le territoire, cela s'est transcrit par un schéma de politique départementale. In fine, et peut-être dans un objectif à moyen terme, de pouvoir faire un schéma unique départemental de l'ensemble des missions du département. Aujourd'hui, nous avons un schéma de l'enfance, de l'insertion et de l'accompagnement social. Nous avons un schéma de l'autonomie pour les personnes âgées et personnes en situation de handicap. Et nous avons des politiques autour de la santé et de l'accès aux services publics qui tous s'inscrivent en fait dans une
dans une orientation partagée autour de 4 axes. Le premier sera de renforcer l'observation des besoins pour une information plus accessible, un accès facilité à la culture et au savoir et un pouvoir d'agir renforcé. C'est ainsi que, par exemple, nous l'avons transcrit dans notre schéma de lecture publique. Le second axe, c'est d'assurer la fluidité des parcours des personnes en proposant des accompagnements plus personnalisés pour mieux anticiper les risques de rupture. Et nous voyons que cet axe-là traverse l'ensemble des besoins et des politiques publiques. Et un axe 3, donc d'améliorer la réponse aux besoins des personnes. Ensuite, un axe 4, de conforter l'accompagnement des parcours les plus complexes. L'idée étant vraiment que chacun des habitants dans le territoire, quelles que soient ses possibilités ou ses fragilités, puisse bénéficier de l'ensemble des services offerts et participer à leur construction. Merci. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'effectivement, l'éducation artistique et culturelle a, en tout cas pour la Haute-Marne, vécu vraiment un virage dans les années 2020. En fait, jusque-là, nous avions un partenariat fort depuis les années 2000 avec plusieurs conventions cadres successives pour l'EAC sur le temps scolaire uniquement. Vous aviez déjà les acteurs toujours présents dans ce partenariat à l'époque, la DRAC et l'Éducation nationale, le département, l'association Art Vivant 52 et Canopé, qui est un partenaire important également sur le territoire. Ce projet de AC était vraiment uniquement sur le temps scolaire et avec un renouvellement des projets tous les ans, que ce soit pour le premier ou le second degré. Alors, on pense aux projets artistiques globalisés, mais on a également du soutien pour les opérations écoles et collèges au cinéma, des visites de sites patrimoniaux. On a des professeurs de services éducatifs dans 2 sites patrimoniaux importants. Donc, ça nous permettait d'avoir des projets qui soient renouvelés quand même tous les ans. Des moyens quand même conséquents mis autour de ces projets-là. Pour le département de la Haute-Marne, les dernières années avant le CTEAC, on était à peu près 100 000 euros pour vraiment l'ensemble de nos interventions sur le champ scolaire. La DRAC allait de 150 000 jusqu'à presque 200 000 euros il y a 2 ans. Par ailleurs, nos partenaires, que ce soit Canopé, Art Vivant et l'Éducation nationale, mettaient également des moyens. Art Vivant soutenant des résidences, par exemple, Canopé encourageant la formation et l'État en mettant des moyens humains, notamment pour l'Éducation nationale. Ça avait l'avantage d'avoir cette lisibilité au long cours pour ces projets dans les écoles, mais par contre, le portage était uniquement fait par l'Éducation nationale avec vraiment une coordination unique et une information de façon un petit peu en pointillé tout au long du projet. Donc, l'envie a vraiment été, avec un nouveau contrat 100% EAC pour le département, de reprendre un rôle aussi de coordonnateur sur le projet, alors pas exclusif, on ne se voyait pas uniquement coordonner tout seul ce projet, mais en tout cas, c'était l'occasion de vraiment ambitionner cette proximité avec les habitants et cette transversalité de l'action publique. Et comme vous l'avez compris, nous avons un intérêt à agir auprès de tous les habitants. Et à la rigueur, nous, le 100% EAC, on pourrait facilement le porter de 0 à 103 ans. Pour le coup, on a choisi que ce nouveau contrat 100% EAC soit pour les 0-18 ans, ce qui nous paraissait déjà ambitieux, structurer les partenariats et s'organiser entre nous. Donc, c'est comme ça qu'on l'a posé pour ce nouveau contrat. L'idée était vraiment d'avoir une animation du territoire. Donc, vous l'aviez compris, on partait d'une animation un petit peu isolée sur uniquement les projets scolaires. Et là, c'était plutôt d'embrasser une dynamique avec tous nos partenaires, que ce soit dans le cadre du CTEAC, mais de façon plus large, les associations, les collectivités, les intercommunalités, les établissements publics. Alors, par établissement public, vous pouvez penser à la Caisse d'allocation familiale ou au Parc national des forêts chez nous, qui est un des derniers acteurs structurés et structurants du territoire. J'en profite pour vous redonner juste le principe des contrats, du contrat territorial, en tout cas tel que nous, on l'a vécu. C'est arrivé avec une proposition de la DRAC dans les années 2000, quand on a voulu rediscuter du nouveau contrat sur le temps scolaire.
Et pour nous, c'est vraiment l'occasion de renforcer, de faire converger notre action publique qui est consacrée à l'EAC sur le territoire. C'est donc aussi l'occasion de poser cette EAC, cette éducation artistique et culturelle, comme une méthode qui est approuvée par l'ensemble des partenaires et qui a fait ses preuves, et pour lequel on pense qu'elle est pertinente pour sensibiliser les habitants à l'art et par l'art. Ce CTEAC, c'est aussi l'occasion de s'engager sur la durée, ce qui n'est pas anodin pour des collectivités et des partenaires financiers qui ont quand même des gros projets à mener et pour lesquels c'est une opportunité de poser sur 3-4 années des moyens humains et financiers pour consolider cette action. Et enfin, c'est de donner un cadre partenarial pour construire une offre cohérente de qualité et pérenne. C'est-à-dire que notre CTEAC, nous l'avons envisagé comme un point de départ d'un partenariat large et qui dépasse largement le milieu scolaire aujourd'hui. Pour les objectifs justement de notre CTEAC 2021-2024, nous avons identifié 5 objectifs qui peuvent tour à tour être vraiment liés au type de EAC que l'on souhaite promouvoir, qu'aussi bien des formats d'intervention. Tout d'abord, c'est de renforcer l'EAC en l'ouvrant à d'autres partenaires. Jusqu'à présent, c'était très confidentiel. C'était uniquement quelques établissements scolaires qui pouvaient bénéficier d'actions. Vous aviez quelques associations qui mettaient en avant cette particularité dans leurs projets associatifs, mais pour autant qui ne faisaient pas intervenir d'artistes, par exemple, auprès des jeunes, mais qui faisaient plutôt de la médiation culturelle. C'est également de construire une culture commune entre tous les acteurs et c'est quelque chose de très important parce que on ne vient pas du tout des mêmes domaines, nous ne venons pas des mêmes où nous n'avons pas forcément les mêmes objectifs, en tout cas individuels, et donc c'est très important de se retrouver autour d'objectifs clairs, d'une méthode et du vocable utilisé pour mener ce genre de projet. C'était l'occasion aussi d'expérimenter de nouveaux formats d'intervention. Il y a des départements ou des collectivités qui ont déjà mis en place ce type d'expérimentation et nous, on trouvait que nos formats d'intervention étaient un petit peu classiques ou en tout cas ne se renouvelaient pas beaucoup. Donc, quand on a posé cet objectif-là, on pensait notamment au parcours. C'est notamment la ville de Reims qui a créé des parcours culturels pour ses acteurs intramuros. On trouvait ça vraiment intéressant, donc c'était pouvoir le tester. Et et là, ça répondait vraiment à une envie du projet des élus du département, avoir vraiment cette politique ambitieuse pour la petite enfance. Et là, on retrouve complètement nos missions de prévention, nos missions d'accompagnement à la parentalité et de protection de l'enfance. Donc, cette politique ambitieuse d'éveil artistique et culturel pour les tout petits. Et donc là, c'était bien de se mettre en lien avec les professionnels de la petite enfance. Il y avait déjà des tentatives, mais qui relevaient plus d'initiatives interpersonnelles que vraiment de quelque chose de très structuré. Et enfin, l'objectif de ce CTEAC, c'est de pouvoir évaluer l'impact de la mise en œuvre de ce projet, alors aussi bien dans sa gouvernance que dans les méthodes utilisées, que dans les projets qui sortiront de terre, et de pouvoir ensuite piloter utilement ce projet. Avant de passer peut-être à la démarche, Cédric, vous vouliez peut-être faire une… On peut faire une petite pause à ce moment-là, pas de problème. Merci Caroline pour déjà cette présentation très claire. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat, alors n'hésitez pas à réagir. Et en attendant que ça monte, peut-être à poser une première question qui a trait peut-être avec l'intervention donc à deux voix tout à l'heure qui s'est faite avec Caroline Chauvin. On l'a vu, il y a eu un choix stratégique défendu par le département d'intégrer, de faire ce choix de politique publique qui repose sur des schémas dédiés avec la perspective d'un schéma peut-être unique à terme, en tout cas cet habitant qui est au cœur finalement des politiques culturelles, enfin pas que culturelles, des politiques publiques du département. La question qui serait la suivante, c'est lors de la présentation, vous m'avez dit que le département avait défendu le choix stratégique d'intégrer le service culture au pôle des solidarités, parce que ça, vous n'en avez pas parlé tout à l'heure. Moi, je pense que c'est un point essentiel. La question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui a motivé cette décision et quels bénéfices constatez-vous aujourd'hui, notamment dans le cadre de cette CTEAC, et quelles limites ou difficultés éventuelles relevez-vous dans ce contexte?
Peut-être c'est une réponse que vous pouvez faire à deux voix avec Madame Chauvin s'il était encore parmi nous. Je peux peut-être commencer, Caroline. Vraiment, l'idée, c'était de pouvoir croiser les regards. Lorsque a été posé le projet départemental autour de la transversalité et la proximité, il était important que l'organisation administrative tienne vraiment compte de ces objectifs. Et pour faciliter la découverte de deux mondes autour des solidarités humaines, les solidarités sociales, culturelles, sportives, du monde associatif, il était important d'avoir un collectif de travail rapproché et de fait intégrer directement la culture au sein de ces solidarités, le positionner comme un élément fondamental du bien vivre dans un territoire. C'était absolument important de l'afficher aussi comme une organisation du travail autour de ces axes. Je vais pouvoir compléter parce que c'est vrai que moi, je suis arrivée en 2019. La direction de la culture, sport et monde associatif venait d'intégrer concrètement en fait, le pôle. Moi, j'y vois un intérêt très fort qui est la mise presque, en tout cas, je le vis comme ça, mettre au même niveau l'ensemble des politiques départementales, qu'elles soient sociales, culturelles, sportives, associatives, d'encourager et de faciliter la mise en relation des acteurs et de leurs problématiques et des préoccupations de nos collègues, par exemple, que nos collègues aient vraiment en tête nos métiers, que nous ayons vraiment en tête les métiers de nos collègues des autres directions, et surtout de pouvoir croiser très facilement les acteurs qui, eux, restent dans souvent leur champ un peu sectoriel, le monde du médico-social, le monde de la culture, et de là, au contraire, permettre, dès que c'est possible, de croiser ces acteurs-là pour avoir de l'initiative, de l'innovation et de muscler quelque part nos projets pour le territoire. Donc, c'est vraiment une opportunité, tous les jours, je le mesure, d'avoir intégré ce pôle et de pouvoir porter la culture auprès de tous et pas en faire un domaine de spécialiste ou un champ uniquement centré sur le AC, par exemple, et vraiment d'élargir très largement notre impact pour les habitants. Je pense vraiment que notre impact a été augmenté. Merci Caroline. Du coup, j'en profite pour enchaîner une autre question parce que ça a trait avec l'intervention qui vient de se tenir juste avant. Là, vous avez cité le cas d'un EPCI qui participe actuellement au CTEAC. Alors, vous m'aviez dit il y a quelques jours de cela que cet EPCI couvre quasiment un tiers du territoire départemental en termes de surface géographique, si je puis dire. Est-ce que finalement, vous êtes à l'initiative aujourd'hui d'une démarche plus globale qui s'adresserait à d'autres EPCI du territoire? Est-ce que c'est prévu? Et est-ce que cette CTEAC, finalement, est le moyen pour le département d'accompagner la structuration de l'intercommunalité culturelle sur le territoire, ces fameux projets culturels de territoire? Alors effectivement, notre CTEAC, dès le départ, on ne l'a pas voulu refermer sur les fondateurs, comme je les appelle maintenant, mais plutôt qu'ils puissent s'ouvrir à d'autres acteurs du territoire majeur. Les collectivités chez nous sont vraiment essentielles pour que ce soit les communes, mais l'intercommunalité, l'échelon important pour mettre en place des projets d'envergure. Et donc, on a voulu qu'ils soient ouverts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel établissement public, et on a même laissé ouvert les associations, par exemple, peuvent solliciter l'adhésion au CTEAC. Deux conditions. Adhérer à la convention, ses objectifs et la méthodologie qui est posée. Et la deuxième condition qui est de désigner un référent élu pour être l'interlocuteur pour le pilotage du projet. Dès le départ, on n'a pas souhaité en faire une obligation de moyens, une obligation de résultats, et vraiment le laisser plutôt de façon très ouverte pour que chacun puisse venir aussi rentrer dans un réseau, rentrer dans cette dynamique pour après peut-être y piocher de l'initiative, optimiser peut-être ses projets, ses partenariats et faire des liens et faire des ponts en fait entre tous. Après, à dire, est-ce que cet outil-là va permettre de structurer une action, ou en tout cas une politique culturelle dans chacun des EPCI?
je pense que ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que ça peut donner une envie, ça peut donner, en tout cas à des intercommunalités qui n'ont pas forcément la structuration pour ça de venir, mais de là à vraiment permettre une appropriation de cette politique à l'échelon intercommunal, le gap est encore important. Pour autant, c'est le travailler ensemble en fait qui est valorisé, avec une envie commune qui est validée en fait et une méthode qui est posée. Donc, quelque part, on donne le cadre à la création de partenariats à venir. Et ce CTEAC, il n'a pas vocation à s'arrêter en 2024, il a vraiment vocation à évoluer. C'est je dirais, un CTEAC de structuration 2021-2024 et pas encore d'innovation, mais je pense que ça va arriver vite quand même. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu pouvoir accueillir tout le monde. Donc, on a un EPCI, effectivement, qui avait déjà la compétence culturelle. Donc, pour lui, c'était beaucoup plus facile de pouvoir se positionner. Nous avons des contacts avec une commune importante également qui fait des actions en matière d'EAC et qui s'interrogeait à faire son propre CTEAC et avec ce qu'on a mis en place, il y voit peut-être un peu moins d'intérêt. Donc ça, ce sera une réflexion qu'ils auront à mener. On a des contacts aussi avec la caisse d'allocation familiale qui concourt également aux objectifs d'éveil artistique et culturel pour le tout petit, par exemple. Okay, merci Caroline. Dans le chat, il y a deux questions qui sont assez convergentes, justement, qui rejoignent peut-être une question que moi j'avais également en tête. Là, on parle beaucoup de mécanique, de cadrage, enfin, d'ingénierie, ce qui est l'objet de notre webinaire aujourd'hui. La question qui se pose derrière, c'est en termes d'actions concrètes que cela produit en direction des publics du champ scolaire, mais aussi au-delà, hein, puisque c'est bien la particularité de votre CTEAC. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples un petit peu concrets, par exemple, ou ça vient après, peut-être, j'ai plus le souvenir. C'était notamment dans les réalisations 2022, mais on peut le mettre. Pour tout ce qui est champ scolaire, nous n'avons pas tellement modifié ce que nous faisions il y a 2 ans. On reste vraiment sur des projets artistiques globalisés, on reste sur de la résidence artistique, on reste sur du soutien aux visites de sites patrimoniaux avec de la médiation proposée par l'Éducation nationale, avec des rencontres d'experts. Tout ce qui va être collège et école au cinéma. Donc vraiment, on a, je dirais, des dispositifs socles qui fonctionnent. Et par contre, sur le temps hors scolaire, on est en cours de réflexion pour élaborer un appel à projet, justement, de façon un petit peu plus large, parce qu'aujourd'hui, la collectivité, la DRAC, peut intervenir sur d'autres dispositifs, mais qui n'ont pas encore convergé vers ce CTEAC, et c'est en réflexion pour 2024. Avec, par exemple, faire converger des dispositifs DRAC, peut-être un peu plus santé ou handicap, qui pourraient répondre également à l'envie que l'on a pour le territoire, mais aussi nous soutenons jusqu'à présent les actions culturelles pour les associations d'éducation populaire, et on voit que dans la majeure partie des cas, ils nous proposent des projets EAC. Donc, on est en réflexion pour savoir si on ne doit pas faire tout converger avec des moyens mis dans le pot commun, en fait, pour soutenir vraiment des contrats portés par les acteurs du territoire, donc acteurs culturels, mais pourquoi pas collectivités pour certaines zones où il nous manque des acteurs culturels. Merci Caroline. Et du coup, pour confirmer une interrogation qui pointe dans le chat, vous êtes bien dans une logique de labellisation et de financement et vous n'êtes pas, vous, opérateur en propre de ce type d'action, on est bien d'accord? Alors, pour l'instant, effectivement, on est plutôt dans la coordination, mais nous avons aussi des sites culturels au sein du conseil départemental, donc une médiathèque départementale, une conservation départementale avec un site archéologique et des archives départementales. Donc, par exemple, la médiathèque départementale porte aujourd'hui un projet artistique globalisé autour du livre. Donc, se posera la question de devenir également opérateur dans le cadre du hors-temps scolaire, avec les bibliothèques du territoire pour pouvoir faire des propositions, soit aux bibliothèques du territoire, soit à des collectivités qui voudraient œuvrer, par exemple, dans ce sens-là, ou à d'autres acteurs de type accueil collectif de mineurs, par exemple, en territoire. Donc, nous aurons quand même à terme les deux casquettes, je dirais. Merci pour cette clarification, Caroline. Dernière question avant de vous laisser repartager votre écran. On a une question qui pose qui pose la chose suivante. Est-ce que ce CTEAC coexiste avec des CLEA portés par des communes ou des EPCI? Je n'ai pas entendu, ça a été coupé, pardon. Alors, donc, ce CTEAC coexiste-t-il avec des CLEA portés par des communes ou des EPCI? Pas à ma connaissance, ils ne se sont pas structurés comme ça.
à ma connaissance. Après, c'est possible que des communes puissent importer, mais là, comme ça, je n'en ai pas en tête. Très bien. Merci pour ces éléments de réponse. Caroline, je vous laisse du coup reprendre la suite de votre présentation. Ah, il y a Rémi Sabran qui lève la main. Excusez-moi. Rémi. Oui, bonjour à tous. C'était juste peut-être pour amener une partie sur un peu la déclinaison de ce contrat territorial et de ce 100% AAC pour dire que pour une association départementale comme Art Vivant 52, en effet, il y a tout ce travail sur l'ouverture et la transversalité qui est assez nouveau pour nous et qui est très, très enrichissant. En effet, Caroline le disait sur les réalités et voire même les langages d'autres structures et d'autres type de travail. Donc ça, c'est vraiment enrichissant pour nous. Et peut-être juste pour citer un exemple, mais qui n'a valeur que d'exemple sur cet aspect EAC, moi, je dis souvent que beaucoup de gens font de l'EAC parfois sans le savoir. Et c'est la question du hors scolaire qui est vraiment un enjeu complexe et auquel on va s'attaquer. Simplement, on a un projet culturel de théâtre sur un quartier politique de la ville à Saint-Dizier où on amène une partie éducation nationale avec une compagnie qui vient faire découvrir le théâtre à des enfants dans le cadre scolaire et avec aussi une aide des cités éducatives, anciennement politique de la ville, de ce nouveau dispositif cité éducative. On a l'occasion de prolonger ce projet avec des artistes, mais justement hors temps scolaire, avec des stages pendant les vacances, avec des ateliers parents-enfants, avec tout un tas de choses. Et ce projet, je trouve, est assez illustrant de ce qu'on peut faire sur la passerelle entre le temps scolaire et le hors temps scolaire. Voilà, c'était juste à titre d'exemple. Merci beaucoup Rémi pour ces précisions. Merci. Caroline, si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on puisse poursuivre votre présentation et on réouvrira du coup une séquence de questions-réponses sur les 10 dernières minutes de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poster vos réactions, questions au fur et à mesure de la suite de l'intervention. Caroline, je vous laisse la main. Merci Cédric. Donc effectivement, après avoir posé ces objectifs-là, il nous fallait aussi interroger les méthodes. Je vous le disais, notre ancien contrat était vraiment très centré sur le coordonnateur EAC de l'éducation nationale. Donc, on a souhaité tester, en tout cas, on l'a pensé dès le départ, avec des thématiques prioritaires et notamment des sujets qui sont venus assez facilement autour des parties prenantes sur des thématiques qu'on n'avait pas explorées ou qu'on s'imaginait pouvoir être en tout cas une difficulté à un moment donné. Donc, on a choisi d'avoir une comitologie avec un comité de pilotage assez classique, un comité de suivi et une organisation en groupe de travail. 5 groupes de travail qui ont été identifiés comme tels dans le CTEAC qui doivent faire chacun l'objet d'une animation de groupe de travail et qui vont mêler en fait professionnels de la culture et professionnels de la thématique avec 2 objectifs. Le premier, faire le diagnostic de cette thématique-là pour le territoire. Et la deuxième, faire des propositions au comité de suivi pour innover et peut-être créer des nouveaux partenariats, par exemple. Donc, les 5 groupes de travail qui ont été identifiés, il n'y en a que 3 qui ont été activés jusqu'à présent. Le premier, la communication sur le 100% EAC. Comment est-ce qu'on va communiquer sur cette thématique-là auprès des collectivités ou des acteurs des champs du monde associatif en règle générale, pas que culturel. Le deuxième groupe qui a été également activé, c'est l'éveil artistique et la parentalité pour les enfants de 0 à 6 ans, sachant qu'il y avait, je vous le disais, déjà des petites actions avec des classes passerelles entre des crèches et des structures culturelles. L'idée était vraiment de pouvoir s'en inspirer et d'être proactif et d'être force de proposition pour les autres structures d'accueil du tout petit enfant. Le troisième, c'était l'éducation artistique et culturelle pour tous. Et là, on a plutôt en tête un développement vers le champ de l'autonomie, vers les enfants confiés au département ou ceux qui rencontrent des difficultés particulières. On ne l'a pas encore activé à ce stade parce qu'il faut vraiment qu'on mobilise les collègues des solidarités au sens social. Et on a prévu de le faire plutôt à la fin du CTEAC. Les itinéraires en éducation artistique et culturelle. Et l'idée, c'est de s'appuyer peut-être sur une envie qu'aurait l'éducation nationale de créer ce type d'itinéraire et de les faire profiter aussi sur du hors-temps scolaire.
Et enfin, l'EAC en territoire, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va développer cette fameuse approche auprès des collectivités, auprès des acteurs intercommunaux, par exemple. Donc, on a choisi d'avoir une co-animation en dehors du CTEAC pour chacun de ces groupes-là. Par exemple, sur la communication 100% EAC, vous aviez certes les représentants, les chargés de com des partenaires fondateurs du CTEAC, mais aussi on a été chercher le signe Centre international du graphisme, qui est vraiment une particularité forte de notre département. Pour l'éveil artistique et la parentalité, le groupe est animé par le coordonnateur EAC du département, mais associé avec la responsable de la PMI du département. Et pour l'EAC en territoire, le 5e groupe qui a été activé jusqu'à présent, on a été sollicité l'Agence culturelle Grand Est pour avoir son ouverture sur les territoires, leur fonctionnement, leurs défis et voir comment on peut s'appuyer sur eux pour ouvrir le champ des possibles pour nos collectivités locales. Donc, chaque groupe a eu sa fiche action. Alors, je vous en ai mis un petit exemple avec la feuille de route éveil artistique et parentalité, où on remet, c'est des choses assez classiques, les problématiques, les objectifs, les actions, les outils que l'on va mobiliser. Par exemple, on fonctionne avec un groupe Teams interne au pilotage du CTEAC, mais évidemment, vous retrouvez l'outil de l'éducation nationale ADAGE sur lequel nous avons des accès pour aller rechercher de la donnée ou aller avoir des précisions sur les projets. Et vous retrouvez le pilote, par exemple là, c'était PMI et Canopé qui est associé avec d'autres partenaires, structure petite enfance, des MAM, voilà, je vous laisse un petit peu lire. Donc, c'est aussi un fonctionnement un petit peu nouveau, hein, parce que jusqu'à présent, on ne croisait pas trop ces champs d'expertise et pour mieux être… En fait, l'objectif, c'est vraiment que nos projets puissent réellement s'adapter au territoire et aux acteurs du territoire. Donc, pour le groupe de travail, vous aviez, par exemple, comment prendre mieux en compte le lien parent-enfant dans les projets culturels. Donc, ça a été un des objectifs posés dans les schémas de politique publique du département, hein, de vraiment proposer ces ouvertures culturelles pour tous. Comment donner une visibilité aux initiatives inspirantes en matière d'action, mais également comment faire des rencontres, des formations croisées entre les différents acteurs, que ce soit l'accueil de jeunes enfants ou de la culture. Donc, ces groupes-là ont été activés à la rentrée 2022, rentrée scolaire 2022. Ils sont toujours en cours. On arrive à la fin des diagnostics. On n'est pas parti sur des diagnostics très poussés. L'objectif, c'était plutôt de la mise en relation, la découverte des uns et des autres. Donc, on est parti sur un SWOT, force, faiblesse, risque, menace. Il me reste force et atouts, ce sera bien. L'idée, c'est d'avoir une vue un petit peu panoramique de chacun des acteurs. Donc, nos réalisations en 2022, je vous le disais, c'était surtout de la construction du partenariat qui se construit tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on pose sur un bout de papier et qu'on laisse de côté. Il faut vraiment l'animer et vraiment être au quotidien dans le projet. Donc, la création d'un réseau de partenaires institutionnels et associatifs, ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on a pu sensibiliser plein d'acteurs très différents à cette démarche. Des groupes pluridisciplinaires, comme je vous les ai un petit peu décrits, et 2 qui sont prévus plus tard, mais où on a associé, donc je vous ai parlé de l'Agence culturelle Grand Est, il y a eu des associations qui ont un projet culturel fortement développé, la CAF qui participe à des ateliers, enfin des groupes, la déléguée du préfet qui est également présente. Donc, vous voyez des vues très transversales. L'adhésion de Saint-Dizier d'Air-et-Blaise qui regroupe 60 communes, 60 000 habitants. Des contacts avec d'autres, donc c'est la CAF et une grosse municipalité également. En 2022, la DRAC a souhaité nous déléguer les crédits au département parce que nous financions les mêmes projets, mais la DRAC finançait une partie et nous les autres. Donc, on a, je dirais, optimisé un petit peu le fonctionnement. Donc, 160 000 euros pour l'année scolaire 2022-2023 et ça a vocation à rester.
Nous avions pensé dans CTEAC en fait avoir une co-animation et une co-coordination, je dirais, de ce projet-là, c'est-à-dire confier à 3 coordinateurs et non pas à un seul l'animation du projet. L'idée n'étant pas de dessaisir forcément, notamment l'éducation nationale qui était seule auparavant sur tous les projets, mais bien que on puisse créer un collectif. Donc les 3 coordonnateurs sont le directeur d'art vivant, donc Rémi qui a pris la parole tout à l'heure, le coordinateur EAC de l'éducation nationale et une coordinatrice qu'on a recrutée au sein de la collectivité qui a la particularité d'avoir 2 couleurs, c'est-à-dire elle a un mi-temps sur le EAC et un mi-temps sur le label Terre de Jeu, avec la dimension sport pour tous et très inclusif. Et je n'y vois que des avantages parce que nous croisons encore plus les publics, c'est-à-dire que sur sa dynamique label Terre de Jeu, nous avons plus facilement, en tout cas, des acteurs sportifs du monde de l'éducation populaire, et bien on peut les ramener vers de l'EAC et nous faisons aussi de la transversalité à ce niveau-là. L'ADRAC a financé 50% donc, du poste de coordonnateur pour l'éducation artistique et culturelle au sein de la collectivité cette année. Pour moi, quelque chose de très important qui s'est mis en place grâce notamment à nos liens avec les directions enfance, insertion, accompagnement social du pôle, c'est que nous avons pu intégrer dans la démarche qualité des accueils collectifs de mineurs du département une dimension EAC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'un accueil collectif de mineurs soit reconnu comme un accueil de qualité pour la CAF et pour l'État, donc c'est un pilotage mixte jeunesse et sport CAF et dans lequel nous participons également. Pour être qualifié d'ACM de qualité, il faut mener des actions d'EAC. Et ça, c'est presque la chose la plus importante. On a 80 accueils collectifs de mineurs qui s'ouvrent tous les ans. D'avoir cette perspective-là est vraiment très enrichissante avec la méthodologie, les contacts qui leur sont donnés et pour lesquels ils peuvent nous solliciter. Et enfin, c'est la labellisation du département pour le 100% EAC, c'est-à-dire que quand en 2022, nous avons vu le cahier des charges arriver et que seules les collectivités, donc c'était intercommunalité et ville, pouvaient candidater avec tout ce qu'on mettait en place, on était un petit peu frustrés, il faut le dire. Et donc, nous avons sollicité, et l'ADRAC notamment nous a beaucoup soutenus pour pouvoir déposer un dossier. Donc, on a déposé un dossier sans savoir si les départements seraient éligibles et les règles ont changé au cours de l'instruction. Et donc, aujourd'hui, on fait partie des 2 départements labellisés EAC, avec les Vosges d'ailleurs. Et également, nous avons sollicité notre labellisation au titre du label Première Page, donc qui est complètement dans la dynamique du groupe de travail éveil artistique et parentalité. Donc, dans cette labellisation 100% EAC, le dossier est conséquent, mais pas impossible au vu du travail qu'on avait déjà mené avec les partenaires, où vous devez vous positionner sur des ambitions, vous situez en fait votre action pour les différents publics, les jeunes, les moins jeunes, les étudiants, etc. Et vous posez, vous expliquez en tout cas votre façon de travailler et vous vous projetez à l'échéance du label, donc 5 ans, pour en tout cas indiquer là où vous voulez progresser et là où vous voulez vraiment orienter votre action. Donc un exemple concret, hein, nous n'avons pas d'université, nous avons peu d'écoles du supérieur et donc pour nous, ça n'a pas été forcément une priorité pris en compte dans ce label. On ne les a pas du tout mis de côté, mais ce n'est pas quelque chose de prioritaire, contrairement à l'éveil artistique pour les tout petits, les 0-6 ans. Donc ça, c'est vraiment les réalisations de 2022. Je vous ai proposé également une slide sur les perspectives et les clés de réussite, selon moi, du projet. Déjà, nos perspectives, nous, pour notre contrat, c'est l'expression par les membres fondateurs de clarifier la gouvernance. C'est-à-dire que, effectivement, avec 3 coordonnateurs, chacun avec sa couleur, le besoin d'échanger régulièrement, il apparaît, et notamment c'est l'ADRAC qui le souhaite, hein, plutôt recentrer une mission de pilotage vraiment du CTEAC sur la collectivité,
Après, ça se faisait déjà assez naturellement. Donc, c'est plutôt acté d'un fonctionnement où on est à l'initiative, comité de pilotage, comité technique. L'idée aussi pour nos partenaires, c'est de ne pas trop s'écarter des initiatives qui peuvent être menées ailleurs, hein, sur d'autres départements, mais plutôt de faire converger notre fonctionnement avec les autres tout en gardant notre particularité. Donc ça fera l'objet de l'évaluation qu'on souhaitera faire à la fin du CTEAC. Est-ce que ces groupes de travail ont vraiment permis de poser un diagnostic judicieux, permis de faire des liens qu'on n'aurait pas fait autrement? Donc ça, ce sera interrogé. La deuxième perspective, c'est de rendre plus lisible l'information aux partenaires et à la sélection des projets retenus. Donc là, c'est plutôt pour toutes nos actions sur le champ du temps scolaire, où jusqu'à présent, on n'a pas d'appel à projet pour appeler aux candidatures d'acteurs culturels ou de collectivités qui voudraient mener un projet de EAC. Et vraiment, c'est un souhait des parties prenantes du contrat. C'est comment est-ce qu'on va faire évoluer justement vers des appels à projets sur le temps scolaire et non scolaire. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait converger des dispositifs déjà existants vers notre EAC, notamment hors temps scolaire. Des clés de réussite, pour moi, importantes, c'est déjà poser des fondations communes parce que des fois, alors qu'on travaille vraiment régulièrement ensemble, alors qu'on se voit enfin voilà, on a vraiment des relations fluides, on se rend compte qu'on a quand même des vocables très différents. Vous prenez par exemple pour la DRAC et la collectivité un appel à projet, c'est l'ouverture à des acteurs du territoire pour qu'ils nous expliquent leurs projets, pour qu'on voit dans quelle mesure on va les soutenir avec des taux de prise en charge, des priorités données, des moyens à consacrer, etc. Pour l'éducation nationale, l'appel à projet est pour eux la création de projets dans le temps scolaire par les écoles. Donc, vous voyez déjà, on a un vocable à uniformiser pour que chacun comprenne la même chose quand on échange. Pareil, à chaque arrivée d'un nouveau contributeur, il est très important de les accompagner. Donc, c'est du renouvellement, hein, nos structures vivent avec des départs, des arrivées, et on voit que comme c'est des projets qui ne sont pas dans nos pratiques forcément, que ce soit l'éducation nationale, la collectivité ou autre, à chaque fois qu'on a un nouveau contributeur qui arrive, on doit vraiment le sensibiliser à pourquoi on en est là, pourquoi on n'est pas déjà à des appels à projets, temps scolaire, hors temps scolaire. On a vraiment une histoire aussi, et pour accompagner justement les clés de compréhension de nos projets. Et ensuite, je dirais, c'est être flexible et adaptable, parce qu'on voit bien qu'au départ de ce type de projet-là, on pose une méthodologie, on pose une envie, et après, la réalité nous rattrape, des crises sanitaires, par exemple, ou des choses un petit peu exceptionnelles, et il faut bien qu'on s'adapte. Et en fonction de notre ambition du départ et ce qu'on arrive à mettre en œuvre, des fois, il y a un petit gap. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Et c'est comme ça, je trouve, que ce projet prend de l'ampleur et donne envie aussi à des structures de venir nous retrouver, ce qui est quand même très positif. Je préciserai peut-être une petite chose, Caroline, parce qu'effectivement, ces clés de réussite sont très importantes. Je pense aussi, et c'est transversal, qu'il faudra repositionner aussi la façon dont la personne elle-même participe de la construction de cet accès et de cette offre de services, parce que c'est aujourd'hui un vrai sujet en matière de solidarité, mais dans toutes les acceptations de la solidarité, c'est quelle place on laisse à la personne autour de la table, quelle place de l'habitant autour de la table pour construire avec lui les besoins qui répondent. Et je pense que en termes de méthodologie et de fondamentaux, on a cet axe de progrès à partager dans l'ensemble des champs. Et je trouve que l'éducation artistique et culturelle est vraiment le domaine dans lequel on peut illustrer finalement cette participation pleine et entière. Juste peut-être pour finir, l'idée aussi de notre démarche, hein, c'est qu'on ne la limite pas à l'EAC. Comme le disait Caroline Chauvin, cette envie de faire avec les acteurs, avec les habitants, on la duplique complètement à d'autres projets, et je voulais ouvrir sur cette duplication de cette transversalité des thématiques, du travail avec d'autres professionnels et de ce pilotage en mode projet sur la labellisation Terre de Jeux 2024.
qui, pour nous, est un levier formidable pour animer aussi cette envie pour le territoire. Et je vous ai mis quelques photos. C'est notre première conférence des partenaires sportifs et associatifs qu'on a réunis en janvier et dont le projet était vraiment de mieux se connaître, déjà connaître la démarche de la collectivité dans le cadre de cette labellisation Terre de Jeux 2024, dans lequel s'inscrit pleinement l'Olympiade culturelle, et également pouvoir rassembler un panel d'acteurs, mais extrêmement différents. Vous aviez des directeurs de maisons de retraite, des acteurs culturels, écoles de musique, vous aviez des clubs sportifs, des comités, vous aviez des collectivités qui étaient elles aussi labellisées. L'envie, c'était aussi comment on se retrouve autour d'une table et on imagine des projets en commun. Et nous avions posé 3 thématiques. Donc, il y avait 2 groupes de travail par thématique qui planchaient. Vous aviez le sport santé, vous aviez le sport pour tous et vous aviez l'Olympiade culturelle. Et donc là, c'est typiquement la même méthodologie en fait qu'on a appliquée, mais sur un autre champ et qui nous permet en permanence de croiser ces acteurs. Et on voit à quel point notre coordinatrice EAC et labellisée Terre de Jeux nous apporte une plus-value parce qu'en fait, elle est en contact avec l'ensemble des forces vives du territoire. Voilà, j'en ai fini de ma présentation, Cédric. Merci beaucoup, Caroline, un timing parfait. Du coup, on a 2 questions. Là, on parlait justement de ce fameux poste de votre collègue là, qui occupe ce poste sur le 100% EAC, enfin sur la coordination de la CEAC, pardon, et Terre de Jeux 2024. Et la question qui était la suivante, c'est Laure Châtaignier qui la pose. Est-ce que le financement du poste de coordinateur de la collectivité à 50% est directement relié à ce label 100% EAC? Autrement dit, si on n'a pas de label, est-ce qu'il n'y a pas de financement? Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est aussi lié au financement. La CAF et la DRAC prennent-elles en compte la spécificité rurale du CD 52 dans les financements accordés? Donc, pour la première question, on a eu la proposition de la DRAC de cofinancer le poste de coordo sans même qu'on ait le label. Donc, c'était vraiment antérieur et c'est parce qu'on s'est engagé dans ce CTEAC que la DRAC est venue nous soutenir. Il n'y avait pas de condition ni de candidater au label parce qu'on ne pouvait pas candidater au départ. Donc, c'était assez simple, ni de le garder. Vraiment, on n'est pas dans une relation distante là, avec notre conseillère DRAC et on est en relation toutes les semaines vraiment de façon très fluide. Ensuite, la deuxième question, c'était les financements avec notre particularité rurale. Exactement, c'est ça. Je sais que la DRAC a des moyens effectivement fléchés sur notre territoire de façon importante. On a une enveloppe DRAC vraiment importante qu'on espère sauvegarder ou en tout cas vraiment qui soit maintenue. Et je sais que cette particularité du monde rural et notamment de la distance avec les grands centres culturels avait été pris en compte. Donc, il y avait la DRAC comme dans la question et la CAF peut-être. La C'était CAF et ça. la DRAC prennent en compte la Exactement. spécificité rurale, ouais, c'est ça, exactement. La CAF, évidemment, a cette approche et notamment des difficultés pour la mobilité, par exemple, pour la structuration d'accueil du jeune enfant. Et par exemple, je ne suis pas sûre que c'est la spécificité rurale, mais plutôt des besoins des habitants qui est vraiment posée comme quelque chose qui nous oblige à mobiliser justement des crédits peut-être un peu supplémentaires. Je sais que la CAF met des moyens supplémentaires pour les projets des jeunes. Par exemple aujourd'hui. Mais au titre de la ruralité proprement dite, je ne peux pas vous répondre clairement. Merci Caroline. Peut-être clôturer, moi j'ai une petite question, je m'ai été noté. En fait, on travaille beaucoup avec certains départements en ce moment sur la recomposition des schémas départementaux d'enseignement artistique. Et en fait, on voit que 20 ans après, finalement, cette loi, c'était Raffarin 2, je crois, 2004, en fait, qui donnait cette compétence aux conseils départementaux à l'époque. Et du coup, sur le fait de mettre en œuvre des schémas départementaux d'enseignement artistique, on voit que 20 ans après, quasiment, bon, on en est toujours quasiment au même point, d'une manière un peu générale, et on voit aussi des collectivités qui se reposent la question de s'appuyer sur ces schémas pour poser plus largement le sujet de l'éducation artistique et culturelle à tous les âges de la vie, au moins par l'un de ces piliers, le pilier de la pratique artistique. Est-ce que pour vous, c'est une opportunité, c'est une perspective que de mobiliser le SDEA par rapport à cette CTEAC et à ce label 100% EAC?
Alors évidemment, comme beaucoup de départements, on a un schéma départemental d'ailleurs dont on confie l'animation à Arts Vivants 52. Donc c'est un partenariat au long cours. Aujourd'hui, on concentre vraiment notre schéma autour de l'accompagnement école de musique et conservatoire. Au vu de tout ce qu'on sait dire, on n'est pas très proche des habitants en s'orientant comme ça. Et donc, les réflexions qui sont plutôt en cours chez nous, c'est de se dire comment est-ce que d'un schéma des enseignements artistiques, on peut en faire un schéma de la pratique artistique pour tous. Et c'est-à-dire que oui, l'une des réponses sera évidemment l'école de musique, le conservatoire, l'expertise et vraiment des structures professionnelles. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces enjeux en territoire, d'apporter la pratique artistique à tous? Donc, je souris parce qu'avec Rémi, on en parle depuis longtemps. C'est vrai qu'on a priorisé le CTEAC en matière de construction de partenariats, mais on a toujours dans un coin de notre tête ce schéma qui donnerait vraiment une ampleur assez incroyable à ce projet, avec cette EAC qui s'intègre parfaitement à cette envie pour les habitants et de découvrir l'art par l'art, ce serait vraiment fantastique. Mais c'est vrai que l'idée, c'est d'abord de consolider notre CTEAC et peut-être qu'on va lui adjoindre un beau schéma de la pratique artistique pour tous dans notre territoire, ce serait vraiment chouette. Super, merci. Merci beaucoup, Madame Poinceau-Frécon. Merci beaucoup, Madame Chauvin. Merci aussi Rémi Sabran, que je salue, directeur d'Art Vivant 52, pour la qualité de vos présentations, de vos interventions.